J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Le terroriste franco-iranien arrêté la semaine dernière à Paris était-il seulement atteint de troubles psychiatriques ? C'est ce qu'affirme, c'est même ce que martèle le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. L'homme était en effet suivi depuis 3 ans par un psychiatre dans le cadre d'une injonction de soins. Il avait auparavant été incarcéré en 2016 pour projet d'attentat, condamné à 4 ans de prison en 2018, mais relâché au bout de 2 ans. En 2022, il avait arrêté son traitement avec l'accord de son médecin avant qu'un juge n'ordonne la poursuite des soins jusqu'au 26 avril 2023, date à laquelle le médecin coordonnateur affirme que le futur terroriste ne présente aucune dangerosité psychiatrique. Seulement voilà, l'homme dont on parle n'est pas seulement fiché fou, mais également fiché S pour islamisme radical. On apprend que ce cher imam naturalisé Armand était en contact avec l'assassin de Samuel Paty, celui du couple de policiers à Magnanville, mais aussi avec des piliers du djihadisme partis rejoindre Daesh. Tout cela étant dit, peut-on donc seulement conclure que ce jeune homme était fou, au risque de le faire passer pour irresponsable auprès de la justice ? Nous en parlons aujourd'hui avec Jean-Frédéric Poisson et Laurent Lemasson. Bonjour messieurs. Bonjour. Jean-Frédéric Poisson, vous êtes président de Via la Voix du Peuple, ancien maire de Rambouillet et ancien député de la 6e circonscription des Yvelines. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment L'Islam à la conquête de l'Occident, paru aux éditions du Rocher, et plus récemment Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie, paru aux éditions MAM. Et Laurent Lemasson, vous êtes docteur en droit public et sciences politiques, contributeur régulier au Figaro sur les questions de justice et de sécurité. On ne compte plus le nombre d'attaques islamistes sur le territoire français. Samuel Paty, le père Hamel, Laura et Morane, Dominique Bernard, Arnaud Beltrame et tant d'autres. Sans compter ces attaques dont on ne nomme pas les intentions, reléguées au statut de faits divers. Jean-Frédéric Poisson, vous avez écrit un livre explosif sur cet islamisme rampant, L'Islam à la conquête de l'Occident, dans lequel vous dévoilez la stratégie des États musulmans, une stratégie écrite qui vise à remplacer la société occidentale. Alors avant de faire du cas par cas, pourriez-vous d'abord nous éclairer sur cette stratégie et nous dire si finalement toutes ces attaques sont liées à ce plan, cette volonté de conquérir le territoire français, ou si finalement il ne s'agit là effectivement que d'élan de folie, de cas isolés. Il y a 23 ans, presque jour pour jour, c'était au mois de novembre 2000, les 57 pays qui composent l'Organisation de la coopération islamique, une espèce d'ONU musulman, adoptaient à l'unanimité un document qui s'appelle « Stratégie d'action culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique ». De ce document qui fait 120 pages, disait en substance, voilà quel est le but, il faut installer la charia en Europe, le document dit très exactement et littéralement, il faut installer une société de substitution en Occident à cause de la décadence de l'Occident, et parce que cette décadence de l'Occident affecte d'abord et altère les âmes des frères musulmans, enfin pas des frères musulmans, des coreligionnaires musulmans, pardon, qui sont installés dans les pays occidentaux. Comme la décadence les affecte, d'une certaine manière les pollue, eh bien il faut leur venir en aide et il faut les aider. Comment les aider ? En manifestant la solidité de leur intégration au sein de la communauté musulmane mondiale, la fameuse Oumma. Et donc tout doit être fait pour qu'ils soient soutenus financièrement, formés, éduqués, qu'on construise des écoles, des musées, des centres culturels, qu'on les aide à revendiquer l'enseignement de l'arabe à l'école. Tout ça est inscrit dans ce document il y a plus de 23 ans. Qu'on les aide à revendiquer les menus halal dans les cantines scolaires. Ça aussi, c'est écrit dans ce document d'il y a 23 ans. Bref, c'est toute une stratégie qui se déploie en s'appuyant sur les communautés présentes en Occident. Donc, les pays en question ont déployé cette stratégie. Ils ont effectivement financé beaucoup d'initiatives, on le sait. Certaines d'entre elles sont parfaitement connues. De sorte qu'il y a maintenant 2 types, on peut dire, de musulmans qui sont sur notre sol. Les premiers sont ceux qui ne sont pas du tout au courant de cette volonté de conquête de l'islam et de l'installation de la charia en Europe et qui vivent de manière tout à fait tranquille, paisible et à qui personne n'a rien à reprocher. Et d'autres qui sont, eux, parfaitement au courant, qui sont des leviers de cette action. Et malheureusement, ce sont chez les seconds qu'on trouve les plus radicaux, ce sont chez les seconds qu'on trouve ceux qui pilotent les mosquées et beaucoup de communautés.
et qui imposent cette vision à leurs coreligionnaires dans un certain nombre d'espaces en France. Est-ce que toutes les mésaction, toutes les exactions à caractère islamique qu'on voit se dérouler en France sont en lien avec ces stratégies de conquête? Sans doute que non. Mais en tout cas, le climat qu'installe cette volonté de l'islam de conquérir l'Europe encourage de manière consciente ou inconsciente tous ces fauteurs de délits et fauteurs de troubles dont nous subissons les exactions quasiment tous les jours maintenant. Laurent Lemasson, la déferlante migratoire, le nombre d'étrangers croissant dans les prisons, le silence total des communautés musulmanes ou des ambassades étrangères, tout simplement, à la lumière de ces chiffres et de ces événements, selon vous, y a-t-il une conquête islamique de l'Occident ? Une conquête islamique de l'Occident, écoutez, non, je suis d'accord évidemment avec ce qu'a dit Jean-Frédéric Poisson. Après, j'ai un petit peu de mal à répondre à votre question. Il y a comment dirais-je? C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément formellement formulée, Ouais, mais dans l'intention peut-être. oui. Alors qu'il y ait des gens qui aient cette intention, ça, j'ai pas de doute là-dessus. La vraie question, me semble-t-il, c'est est-ce qu'ils ont une chance de réussir? Je vois pas très bien actuellement comment le terrorisme tel qu'il est pratiqué pourrait renverser nos institutions, à moins que nous les détruisions nous-mêmes, à force de proposer des mesures radicales pour éradiquer tout danger de terrorisme. La menace terroriste est une menace absolument réelle. Ce plan de conquête dont parle Jean-Frédéric Poisson est quelque chose qui existe. Je n'ai pas l'impression qu'il soit en passe de réussir, si vous voulez. Il trouble très gravement nos sociétés. Peut-être qu'il aboutira à quelque chose comme une forme de guerre civile, je ne sais pas, je ne le souhaite évidemment pas, personne ne le souhaite. Mais voilà, nous avons les moyens de nous défendre, mais par contre, nous sommes dans une situation qui est très désagréable et qui va durer encore certainement très longtemps. Voilà. Et je ne vois pas le terrorisme renverser nos institutions. Ça me paraît exagéré de dire ça. Alors, je vous retrouve dans un instant, juste après le bulletin d'actualité de Marie Falicon. On reprend le sujet de cette table ronde. De retour dans notre table ronde avec Jean-Frédéric Poisson et Laurent Lemasson. Alors, on parlait tout à l'heure de cette déclaration du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui, après s'être empressé de nous dire que Kimane s'appelait Armand et qu'Armand était français né en France, a revendiqué les troubles psychiatriques de l'assaillant, tandis que l'assaillant lui-même martèle depuis samedi soir qu'il a bien agi au nom de l'État islamique pour venger ses frères musulmans persécutés dans le monde. Jean-Frédéric Poisson, faut-il considérer que tous les terroristes sont fous, donc irresponsables de leurs actes ? Je rappelle par exemple que dans le cadre de l'assassinat du docteur Alban Gervaise en mai 2022, une expertise psychiatrique a conclu à une abolition totale de son discernement, évoquant une bouffée délirante aiguë le jour de l'attaque. De toute façon, pour commettre un acte terroriste, il faut déjà avoir une case ou deux en moins, pour être clair. C'est pas une preuve d'équilibre personnel tout à fait probante, le fait d'être terroriste. Donc qu'on soit un peu dingo, c'est tout à fait probable, c'est même lié. Non, malheureusement, tous les terroristes sont pas fous. Il y a même une rationalité qui est tout à fait prégnante et tout à fait responsable. Ce qui m'intéresse davantage, c'est la réaction du corps social. Et peut-être brièvement, et je renvoie nos auditeurs que je salue d'ailleurs aujourd'hui à regarder ce qui s'est passé au moment de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. La première réaction a été de dire c'est un tueur solitaire, il est solitaire, il ne peut pas y avoir de complot, et ce type-là ne peut pas être autre chose que malade, car qui peut imaginer qu'on pourrait vouloir assez de mal aux États-Unis pour pouvoir assassiner son président ? En fait, la psychiatrisation, la psychologisation, c'est une affaire de protection. C'est l'acte de ceux qui ne veulent pas le regarder en face, la réalité telle qu'elle se pose, c'est-à-dire qui n'admettent pas que il y a une rationalité qui, de plein droit, s'oppose à la leur propre ou au manque de rationalité de ceux qui dirigent. Quand le gouvernement dit « c'est un fou », il dit en fait on n'y pouvait rien. D'ailleurs, il a immédiatement ajouté, alors je ne sais pas si c'était lui ou le sémillant porte-parole du gouvernement Olivier Véran, que l'état de droit avait parfaitement fonctionné, donc on est désolé, c'est la faute à pas de chance. C'est un fou, ça ne peut pas être autre chose. Tout le monde a fait son boulot, qui peut en vouloir à la France ? Pourquoi est-ce qu'on nous ferait du mal comme ça ? Vraiment, c'est pas bien, donc c'est un fou. C'est la dernière, d'une certaine manière, la dernière étape du déni, de la protection de soi ou du corps social dont on a la charge
parle de déni. Quand on ne veut pas voir, quand on veut noyer son chien, on ne dit pas qu'il a la rage, on dit qu'il est fou maintenant. Que ça se fait, et ça permet de s'exonérer, c'est ce qu'on croit en tout cas, parce que les Français ne sont pas dupes, ça permet de s'exonérer à peu de frais de toutes les responsabilités qu'on a dans l'affaire qu'on essaie d'éloigner de soi. Laurent Lemasson, vous êtes d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord sur cette notion de déni. Après, je pense que c'est quelque chose aussi qui est plus général, parce que sur cette notion de trouble mental, ce qu'il faut bien voir quand même, et ça, c'est bien antérieur à l'apparition du terrorisme islamiste sur notre sol, ce qu'il faut bien voir, c'est que le diagnostic psychiatrique, depuis 50, 60 ans, même plus, est devenu tellement vague, tellement attrape-tout, et la notion de troubles mentaux est devenue tellement illimitée que il est sans doute difficile de trouver dans la population générale quelqu'un qui ne souffre pas de troubles mentaux. On considère comme troubles mentaux aujourd'hui, donc comme des pathologies qui sont justifiables d'un suivi par un spécialiste. On considère comme des troubles mentaux, des états émotionnels ou simplement des défauts de caractère que, il y a 50 ou 100 ans, on n'aurait jamais pensé à considérer comme des pathologies. Juste une anecdote. J'ai un psychiatre de mes amis qui un jour, pas très longtemps, s'est amusé à additionner la prévalence de tous les troubles mentaux listés dans le DSM, qui est un petit peu la Bible de la psychiatrie, qui est éditée aux États-Unis et qui recense tous les troubles mentaux connus. Donc, il a additionné la prévalence dans la population générale de tous ces troubles mentaux et il a trouvé que l'occidental moyen devait souffrir de 2 troubles mentaux et demi par an. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ça n'a plus grand sens en réalité. Donc, il faut bien distinguer ceux qui sont ce qu'on appelle des fous, c'est-à-dire des psychotiques, des gens qui réellement ont perdu le contact avec la réalité. Ça existe, bien entendu. Des gens qui n'ont plus qui déraillent complètement. Ça existe, ça a toujours existé, ça existera toujours. Et puis ensuite, il y a la catégorie immense de tous ceux que la psychiatrie actuelle va catégoriser comme souffrant de troubles mentaux. Et ceux-là, on aurait juste dit, il y a 50 ou 100 ans, ils sont méchants, ils sont mauvais, ils sont lâches, voilà. Donc, je crois qu'il faut écarter en tout cas, se méfier grandement de cette notion de trouble mental, qui la plupart du temps ne nous apprend rien, ne veut rien dire, et nous apprend en fait quelque chose sur l'état actuel de la psychiatrie, mais pas sur la personne dont on parle. Alors justement, les psychiatres ont répondu, des psychiatres ont répondu à Gérald Darmanin dans le journal international de médecine. Ils appellent le ministre à ne pas confondre fou de Dieu et pathologie psychiatrique. Ils soulignent que l'arrêt du traitement a peut-être favorisé le passage à l'acte, mais une personne peut passer à l'acte malgré un traitement bien pris. Ils accusent Gérald Darmanin d'avoir cédé à la tentation d'assimiler tous les terroristes islamistes à des malades psychiatriques afin de se débarrasser du problème pour le confier aux psychiatres. Ça revient un petit peu à ce que vous disiez, effectivement. Les attaques se multiplient donc, et face à cela, la réponse ne semble pas suffisante, voire pas proportionnelle du tout face à la menace. On a parlé des cas psychiatriques, mais ce qui revient constamment, c'est le cas du fichier S. Alors on entend tout et n'importe quoi là-dessus. Jean-Frédéric Poisson, qu'est-ce qu'un fichier S et que doit-on en faire ? Le fichier S est une liste de courses pour la police. C'est-à-dire que c'est un fichier alors il y a des tas de fichiers, tout le monde en a. Ouais. Ils se croisent d'ailleurs pas tous, pour être clair. Ils sont plus ou moins gros, plus ou moins petits. Mais grosso modo, le fichier S, rassemble des noms des personnes que l'État considère, ou l'administration, considère comme dangereuses pour la sûreté de l'État et notre sécurité. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, ça peut être qui ? Eh bien, ça peut être un chef d'entreprise dont on considère que il vend des armements, des technologies d'armement à l'étranger ou à des constructeurs français. On sait qu'il a des dettes, on sait qu'il a une vie un peu de bâton de chaise, comme disait ma grand-mère, donc il est fragile. Donc, si jamais on fait pression sur lui, il peut peut-être livrer des secrets etc. Ça peut être le frère de quelqu'un qui est parti faire une djihad en Syrie il y a 5 ans et qui par ailleurs, qu'on a vu il y a 1 an et demi, fréquenter une mosquée pour aller chercher boire du thé, j'en sais rien, peu importe. Et puis il y a effectivement des gens qui sont d'authentiques méchants en puissance. S'ils étaient des méchants actuels, ils auraient été condamnés par la justice
Ils auraient disparu de ce fichier pour entrer dans une de catégorie. Donc, je vous dis ça parce que l'administration dit voilà, moi, j'estime que j'ai besoin de surveiller ces gens-là de près. Avant qu'ils aient commis quelque délit que ce soit, puisque par définition, un fichier S, c'est un acte d'administration, c'est pas un fichier judiciaire, c'est l'administration qui décide que telle personne doit être surveillée. Donc en fait, je dis c'est une liste de courses parce que c'est un recensement des personnes que l'État considère comme dangereuses, certaines d'entre elles pour des faits liés potentiellement à des actes, au terrorisme, puisqu'encore une fois, ça ne recense pas des condamnations, mais des situations qu'on estime à risque. Et donc, la présence dans le fichier S ou le fait d'être titulaire ou sujet d'une fiche S n'entraîne de soi aucun type d'opération particulier, ni arrestation, ni forcément filature, etc. On se dit, tiens, ce serait bien qu'on suive ce monsieur-là ou cette dame-là et qu'on fasse attention. Voilà ce que c'est. Et pourquoi ne peut-on pas systématiquement les placer sous OQTF ? Alors, la question est assez évidente, mais on a entendu certaines choses. D'abord parce qu'ils ne sont pas tous étrangers. Oui, voilà. Donc c'est une première bonne raison. Ouais. La deuxième raison, c'est que pour être sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, il faut une décision de la justice administrative. Moi, je trouve que ce système est, en tout cas, une décision au minimum de l'administration, parfois même de la justice. Moi, ça ne me choquerait pas de considérer que l'État décide tout seul, sans recours à la justice, que le droit de séjourner sur le territoire français s'arrête immédiatement et que, je ne serais pas choqué de ça. Je pense que l'État doit pouvoir décider de qui reste chez lui, qui ne reste pas chez lui, indépendamment de la justice. Un visa, c'est un acte administratif. Ce que l'administration accorde, elle le retire. C'est un principe d'équilibre. Néanmoins, une OQTF, encore une fois, il n'y a pas le fait d'être sur un fichier, sur une fiche S, ne signifie pas que vous ayez commis quelque délit que ce soit. Oui. Donc, attention à faire en sorte que, quand on n'a pas commis de délit, il n'y a pas de raison qu'on soit sanctionné puisqu'on n'a pas commis de délit. Donc, il faut manipuler tout ça avec une précision de chimiste parce que tout ça est assez explosif. Et pour terminer brièvement, M. Lemasson disait tout à l'heure que le danger, c'est qu'effectivement, les terroristes nous fassent modifier nos propres institutions. Oui, ça peut être un cas de dérive assez prononcée de nos institutions et de nos principes fondamentaux si jamais on se laissait tenter par un certain nombre de lubies. Oui. Alors je rappelle que selon un sondage ELAB, 75% des Français sont favorables à l'arrestation préventive des fichiers S pour radicalisation et 84% pour l'idée d'une rétention de sûreté. Laurent Lemasson, qu'est-ce que signifient ces chiffres ? Qu'est-ce qu'ils indiquent ? Ça signifie que les Français ont peur, sont en colère et exigent une réponse immédiate et immédiatement efficace. Mais malheureusement, je crains d'une part que ce genre de réponse ne soit pas efficace, et puis d'autre part, il ne faut pas être obnubilé par le terrorisme au point d'oublier qu'il y a d'autres dangers aussi. Une nation n'est jamais confrontée qu'à un seul danger, donc le risque terroriste est tout à fait réel. Et nous avons tous, même si c'est très faible statistiquement, mais nous avons tous un risque, ou nos proches, d'être victimes d'une attaque terroriste. Donc c'est tout à fait réel. Mais en même temps, il y a d'autres choses qui sont en jeu aussi. Il y a d'autres biens. Et l'art de la politique, c'est d'arriver à combiner tous ces biens potentiellement contradictoires. Donc quand on entend par exemple qu'il faudrait arrêter préventivement tous les fichiers S ou étendre la rétention de sûreté très très au-delà de ce qu'elle permet aujourd'hui, moi je trouve ça quand même un petit peu problématique, voire même assez inquiétant, parce que ça signifie donner à l'État le droit de nous arrêter sans crime et de nous détenir sans procès. Il n'y a pas de raison que ça reste cantonné aux terroristes, il n'y a pas de raison que ça reste cantonné aux fichiers S. On pose un précédent. Et l'histoire du Covid-19 aurait dû quand même nous alerter un petit peu sur ce problème-là. On a bien vu à quel point les libertés disparaissaient très vite au nom de la protection des vies. Ouais. Donc, je dis, attention, soyons raisonnables, ne nous laissons pas obnubiler par la menace terroriste. C'est une menace réelle, mais il y a d'autres menaces, et la menace de la tyrannie et de l'arbitraire, c'est une menace qui est permanente. Je veux dire, c'est inhérent à la vie politique. On ne peut pas l'oublier non plus. On ne peut pas faire n'importe quoi là-dessus. Bien sûr, mais alors si les Français réagissent de cette façon, c'est peut-être aussi parce que on a beau ficher des milliers de personnes, on a l'impression que malgré la surveillance systématique, ils peuvent sévir.
Comment? C'est pas du tout une surveillance systématique. Non, 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 non. Non. On surveille pas 6000 personnes en même temps. Non, on les surveille pas. Non, bien sûr, mais on les place sous surveillance. On nous explique, par exemple, que pour Non, ils sont l'assaillant. sur un fichier, c'est tout. Hein. Ils sont juste sur un fichier. Hein. C'est pas sur c'est peut-être 6000 fichiers S qui existent aujourd'hui. Il y a peut-être 5 ou 600 qui sont suivis véritablement au jour le jour. C'est tout. Mais alors, ça sert à quoi de les ficher? Ça sert à garder dans les fichiers, justement, et à garder dans le radar des gens dont on estime qu'ils pourraient être dangereux. Et puis, voilà, d'abord, les fichiers S, il faut bien comprendre que c'est pas un stock, hein, c'est un flux. Il y a sans cesse des gens qui rentrent dans le fichier, des gens qui sortent du fichier. C'est aussi pour ça que l'idée qu'on pourrait se débarrasser du danger en arrêtant d'un coup tous les fichiers S est, à mon avis, une idée complètement illusoire, parce que c'est un stock, enfin, voilà, ça se reconstitue sans cesse en réalité. Et on garde les gens dans le fichier parce qu'à un moment donné, on se dit, voilà, ils vont repasser dans le haut du spectre, et puis ceux-là, on les connaît, ah oui, ça pourrait être intéressant de les surveiller de plus près, etc. Mais on ne les surveille pas en permanence, ça, c'est pas vrai, ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une liste de courses. Oui. C'est-à-dire, c'est pour pas oublier que, ah oui, au fait, il y avait un tel, il faut qu'on s'en souvienne. Et globalement, s'il n'y a pas d'événement particulier lié à la personne en question, les gens sortent au bout de 2 ans. C'est grosso modo, je crois que c'est une durée maximum qui va être fixée par circulaire de mémoire. Donc, au bout de 2 ans, vous sortez du fichier si s'est rien passé, si vous avez été ça. Et pour revenir à ce que vous évoquiez tout à l'heure, on parle de radicalisation. Je vais prendre un exemple très précis. On peut considérer de manière assez facile à comprendre que les salafistes sont radicalisés. Mais il est rare que les salafistes posent des bombes parce que c'est pas leur truc. Je parle des vrais salafistes, hein. Je parle pas des fous furieux. Des gens qui prônent un islam tout à fait intégriste et l'islam de l'écriture et du Coran, d'ailleurs l'islam tout court. Hein. Mais ces gens-là ils sont pas dangereux pour la sûreté de l'État. C'est pas des poseurs de bombes en puissance, en tout cas l'immense majorité d'entre eux. Donc, même la radicalisation, en tant que telle, n'est pas un motif suffisant pour incarcérer les gens. Et je partage intégralement ce qu'a dit Monsieur Lemasson, cette idée de pouvoir détenir les gens sans motif et sans condamnation par la justice est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est une mauvaise tentation, une mauvaise manie, aurait dit ma grand-mère. Alors, on parlait tout à l'heure des OQTF. Je rappelle juste ce que sont les OQTF pour nos auditeurs. La mesure d'obligation de quitter le territoire français, c'est une mesure prise par les préfets. Elle concerne les étrangers présents sur le territoire national depuis plus de 3 mois et visés par un refus de séjour, en situation illégale ou présentant une menace pour l'ordre public. Ce fut le cas notamment pour la meurtrière de Lola. Alors, pourquoi est-il si difficile d'appliquer ces OQTF, Jean-Frédéric Poisson? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a un manque de volonté politique, c'est clair, ça c'est le premier. Et quand on n'a pas de volonté, tout est plus difficile. La deuxième raison, c'est qu'on manque assez cruellement de moyens parce que il y aurait beaucoup de gens à expulser d'un seul coup et ça pose des tas de difficultés, même matérielles. La troisième, c'est que nous n'arrivons pas à faire entendre raison aux pays qui devraient récupérer leurs ressortissants quand on les expulse de chez nous. C'est probablement là que se situe la difficulté la plus importante. Le reste n'est pas anecdotique, ça existe, mais ça peut être réglé. L'absence de volonté, ça se soigne. Il suffit de prendre des cachets et les moyens matériels, ça s'achète. C'est pas très difficile, ça s'utilise simplement. Là, le fait, je vois par exemple que ce monsieur-là qui a été interviewé par vos confrères de France Télévisions, qui est un repris de justice déchu de sa nationalité française, qu'on renvoie vers le Maroc. Le Maroc ne veut pas le reprendre. Enfin, il y a certainement des moyens de négociation puis de rétorsion. On a refusé de les appliquer avec l'Algérie. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, la velléité de M. Darmanin avait duré 48 heures. On avait dit on va supprimer les visas aux Algériens, on va empêcher les transferts d'argent. Chiche, allons-y. Mettons ça en place, ne serait-ce que 2 semaines pour voir ce que ça fait. Et vous allez voir que miraculeusement, les choses vont s'arranger parce que l'Algérie a davantage besoin de la France que le contraire. Voilà le fond de la conviction personnelle. Donc si vous commencez à couper les livres, ça va rendre beaucoup plus facile un certain nombre d'opérations qui aujourd'hui sont compliquées. C'est d'abord en tout cas une question de volonté politique et de détermination. Tout le reste, l'arsenal judiciaire, les avions, tout ça, ça existe, on les a. Il n'y a pas de débat. C'est uniquement une question de volonté politique et de rapport de force avec les pays d'origine. Laurent Lemasson ? Oui, non, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Alors, il faut bien comprendre que l'OQTF, ça signifie pas que
À partir du moment où vous êtes sous le coup d'une OQTF, on vous arrête et puis ensuite on vous met dans un avion, hein. D'abord, on vous laisse un délai pour quitter volontairement le territoire. Il faut bien comprendre ça. Donc la plupart du temps, les gens se perdent dans la nature, ensuite passent sous le radar. Et puis il y a la question des procédures. Comme a dit Jean-Frédéric Poisson tout à l'heure, moi je suis d'accord avec ça. Le séjour en France devrait être considéré comme une faveur et pas comme un droit. Aujourd'hui, c'est considéré comme un droit, ça veut dire que c'est judiciarisé à l'extrême. Donc, vous avez un droit d'obtenir un titre de séjour dans un grand nombre de cas. Lorsqu'on vous retire ce droit, vous avez droit à tout un tas de recours qui compliquent énormément la procédure, qui signifie qu'il y a quantité de refus, de titres, d'OQTF, etc., qui sont cassés par la justice. Et puis ensuite, vous avez effectivement la question des moyens matériels. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Ils sont dans la nature, hein, pour l'essentiel. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Ensuite, leur trouver un point de chute, c'est effectivement le goulet d'étranglement maximum. Voilà, c'est pourquoi le taux d'exécution des OQTF tourne habituellement autour de 10%, ça on le sait bien. Et d'une certaine manière, plus on a envie de renvoyer les gens, et moins les pays vers lesquels on a envie de les renvoyer ont envie de les prendre, et c'est compréhensible. Des grands délinquants, des gens qui ont été condamnés pour terrorisme ou qui sont très dangereux, ils n'ont pas envie de les avoir chez eux. Donc ça, curieusement, voilà, c'est d'avoir un vrai rapport de force qui ne sera pas facile à établir, hein, parce que d'abord il y a des habitudes effectivement, et puis nous sommes aussi malgré tout dépendants de ces pays. Ils ont aussi des moyens de rétorsion sur nous, voilà, y compris de manière assez occulte. Donc ce serait un vrai combat. Ce serait un vrai combat, mais un combat à mener en effet. Jean-Frédéric Poisson, vous avez sans doute aperçu cette information au sujet d'un attentat déjoué à Brest. 6 hommes sont accusés d'avoir préparé des actions violentes inspirées de celles du groupe État islamique. Le principal suspect possède une boucherie dans laquelle étaient organisées des réunions de la mouvance islamiste radicale. Et dans un enregistrement datant de 2019, un certain Mohamed dit à Waïd la chose suivante: « Il nous faut un peu d'entraînement, il nous faut des armes et il faut apprendre certaines choses. On va voir dans les campagnes par exemple, on passe à 4 ou 5 armées. Tu tues tout le village en une seule nuit, c'est facile. » Jean-Frédéric Poisson, il y a une fascination assumée pour le djihadisme. On parle de jeunes, enfin on parle de personnes en tout cas qui ne sont pas forcément djihadistes dans l'âme. On parle d'un acte prémédité, d'une attaque en règle, d'une descente dans un village. Ça ne vous rappelle rien ? Évidemment si, c'est une méthode habituelle de guerre que dans l'islam on pratique dès que Mohamed devient à la fois chef militaire en plus d'être chef politique et chef religieux, c'est-à-dire à peu près dès son installation à Médine. De tout début de l'islam, c'est ça, c'est-à-dire ça fonctionne par expédition punitive, sans aucune espèce de distinction, on passe tout le monde par le fil de l'épée. Et puis on discute après s'il reste quelqu'un pour discuter, parce que c'est toujours le problème, c'est que ces gens se déplacent pas pour. C'est une forme de culture, une forme de, encore une fois, de tradition dans l'islam guerrier depuis les origines, mais surtout c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre quand on regarde ça un peu rapidement, c'est la densité de haine qu'il y a chez certains musulmans. Encore une fois, c'est loin d'être le cas de tous, mais ça existe et ça se propage, la preuve, densité de haine à l'égard de la société occidentale. Parce que, en fait, quand on y réfléchit bien, nous, on fait plus attention parce qu'on a grandi dedans mais enfin, elle est invivable, cette société, pour être clair. Elle détruit l'autorité des pères de famille, des instituteurs, des profs. Elle traite les coupables mieux que les victimes. Elle laisse la jeunesse consommer de la drogue, de la pornographie, de l'alcool, je sais pas quoi, jusqu'à se rendre malade, voire se tuer. Et si c'est pas physiquement, c'est psychiquement. Enfin, elle ne méprise aucune parole donnée. Les institutions sont affaiblies à un point qu'on n'imagine même pas. Comment voulez-vous qu'un croyant sincère, honnête, puisse vivre tranquillement dans une société pareille? C'est-à-dire, quand on lui dit mais intégrez-vous, c'est s'intégrer à quoi? Je vais me désintégrer, surtout si j'essaie de m'intégrer à ce que vous ne me proposez pas d'ailleurs. Parce que vous n'êtes plus rien. Voilà comment il voit le monde occidental. Donc ça nourrit cette haine. Alors je ne dis pas que le fait de prendre des coups de couteau et de se faire égorger, c'est la faute des Français parce que la France serait entrée dans un climat de décadence avancé. Je ne prétends pas ça. Je dis simplement que ce climat, notre propre renoncement, il est collectif, je m'inclus un peu moins dans ce nous collectif, vous le comprendrez. Notre renoncement collectif à notre propre système de valeurs nourrit le ressentiment, pour ne pas dire la haine des musulmans à notre égard.
Et tout ça alimente ce phénomène de violence. C'est une cause d'aggravation, ça n'est pas la cause motrice. La cause motrice est encore une fois la volonté d'installer l'islam, parce que dans le Coran et dans les hadiths, la biographie de Mahomet, il est écrit qu'il faut passer les incroyants par le fil de l'épée. Un point, c'est tout. Tous ceux qui iront au contraire, soit n'ont pas lu le Coran, soit sont des menteurs. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson. Je rappelle que vous êtes président de Via la Voix du Peuple, et Laurent Lemasson, vous êtes docteur en droit public et sciences politiques. Merci d'être intervenu sur ces questions et à très bientôt.